Ça me fait plaisir là, de vous voir en si grand nombre pour le colloque sur la pharmacie d'établissement de santé. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On joint justement là, en visioconférence à l'Université Laval euh, les étudiants qui se sont inscrits là-bas, qui sont tous dans la même salle comme vous. Donc, si ça se peut là, que vous les entendiez des fois, s'ils ont des questions ou des choses comme ça, on essaie de faire ça simple. Pas mal ça. Je vous explique le programme de la soirée. Donc, ça va être assez simple. On va avoir 3 conférences. Donc, pour commencer, on va avoir une conférence sur la pharmacie d'établissement de santé par une pharmacienne qui travaille en établissement, Julie Morin. Ensuite de ça, il y a 2 résidentes en pharmacothérapie à la maîtrise en ce moment qui vont venir vous parler de ce qu'elles font. Puis, on a Benoît Crevier là, qui va vous expliquer un peu plus si c'est payant à être pharmacien d'établissement de santé. Et voilà. Donc, avant de poursuivre, pour le déroulement de la soirée, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main puis essayer de les poser en personne. Vous voyez, il y a des micros ici. Ça va être plus interactif. Puis, même pour les gens à distance à Québec, là, si c'est possible de lever la main pour poser les questions en personne, ça serait mieux. Mais sinon, vous pouvez les écrire dans le chat. On a accès au chat de ce que je comprends. Fait qu'on va être capable de les poser, puis moi, je vais m'assurer que tout le monde est capable de poser ses questions. Je vais commencer en vous présentant rapidement la Société canadienne de pharmacie dans les réseaux de la santé, anciennement la SCPH, qui est devenue la SCPRS. La SCPRS, c'est plus de 3500 membres, puis c'est une organisation nationale bénévole qui s'engage à assurer les soins aux patients par la promotion d'une utilisation sûre et efficace des médicaments dans les hôpitaux et autres établissements de santé et de soins collaboratifs. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, comme étudiant, vous avez plusieurs avantages là, à être membre de la SCPH, SCPRS maintenant. Webinaires, il y a des journaux, il y a des infolettes, il y a des conférences, etc. Donc, ça peut être très bénéfique et intéressant pour vous. C'est pour ça que je vous en parle. À l'Université de Montréal, vous avez une représentante, Camilla. Camilla, je ne sais pas si tu peux lever ta main, qui est là, assise là-bas. Fait que si vous avez plus de questions, là, elle peut vous aider et puis répondre à vos questions. Ici, on vous met les codes QR pour vous inscrire si vous voulez. On a distribué des feuilles sur plusieurs bureaux là, pour les gens qui sont à l'Université de Montréal. Pour ceux qui sont à l'Université Laval, vous pouvez prendre les codes QR qui sont disponibles ici. Dans le fond, quand vous êtes étudiant en première année, votre inscription est gratuite, fait que ça vaut vraiment la peine de s'inscrire pour savoir ce à quoi vous avez droit. Puis les avantages, à partir de la 2e année, c'est 35 $. Puis si vous êtes en 3e ou 4e année, ben c'est 65 $ pour l'année. Ça, c'est le code QR qui est à gauche si vous voulez vous inscrire comme étudiant. Le code QR qui est à droite, c'est si vous êtes étudiant en pharmacie puis vous travaillez dans un établissement de santé, vous êtes membre de la PES, donc vous pouvez avoir ce code QR-là pour vous inscrire. Donc, c'est un peu différent. Donc, si vous travaillez dans un établissement de santé, ça peut valoir la peine de prendre le code QR qui est à droite. Puis, si vous avez plus de questions, je vous réfère à Camille. Donc, oups, je voulais pas faire ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, on était rendu... avant de débuter les présentations, ça va me faire plaisir de vous présenter Julie Racicot, qui est présidente de l'Association des pharmaciens en établissement de santé, puis qui est aussi chef du département de pharmacie de l'UCPQ, qui est l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui va vous faire une petite allocution, suivie de Julie Méthode, qui est à l'Université Laval, qui est doyenne de la faculté aussi, qui va vous parler, vous dire un petit mot. Puis, on va terminer avec Simon Dedenus, que vous connaissez bien à l'Université de Montréal, qui est doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Donc, je laisserai la parole à Julie Racicot. Cassons bien. Puis, maintenant, 25 ans et que j'adore, pour laquelle j'ai jamais aucun regret à chaque jour de me lever, puis d'aller travailler à l'hôpital.
On accueille les étudiants des 2 facultés de pharmacie, mais on a également lancé l'invitation à des PharmD qui ont gradué dans les 5 dernières années. Donc, bienvenue à tout le monde. À la fin des conférences, aujourd'hui, on va vous offrir des boîtes à lunch et on va pouvoir être disponible aussi pour échanger avec vous, répondre à vos questions, peu importe, en entendre davantage. On est là pour jaser. On va être disponible avec vous des 2 côtés. Donc, pour l'Université de Montréal, vous allez pouvoir vous référer à l'équipe de la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Donc, vous allez avoir, d'après mes informations, je ne les vois pas dans la salle à Montréal, Pascal Meunier, Julie Simard et Shelley Duval qui pourront discuter avec vous. Et pour les participants à l'Université Laval, vous allez avoir Karine Cloutier, qui est directrice du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée. Karine qui est là. Julie Portier, est-ce qu'elle est dans la salle, Julie? L'autre côté, donc vous allez pouvoir parler aussi à Julie, qui est responsable des stages de premier, deuxième cycle. Je suis avec Louis Boisvert, qui est délégué aux affaires étudiantes de l'Université Laval, qui est administrateur avec moi à la PES. Et du côté de l'Université de Montréal, bien, vous avez entendu Jacinthe Ouellette, qui est déléguée aux affaires étudiantes, administratrice aussi au sein du conseil d'administration de la PES avec nous, et Benoît Crevier, qui fera la présentation à savoir si la pratique en établissement peut finir par être payante. Alors, Benoît, qui est aussi administrateur, il est président du comité de négociation aussi au sein de la PES. Fait que ça, c'est d'autres exemples d'implication qu'on peut avoir aussi comme pharmacien d'établissement. Alors, merci à tous pour votre présence. Donc, appréciez le moment, c'est pour vous, puis au plaisir de se rencontrer après les conférences. Alors, bonsoir à tous. Je suis vraiment contente de vous voir. Donc, les gens de l'Université Laval, on est quand même une belle auditoire. C'est le fun que vous preniez ce temps-là dans votre horaire chargé pour vous intéresser à la pharmacie d'établissement. Salutations aux collègues de Montréal également. Donc, on a les étudiants qui sont intéressés par tout ça. On a aussi des pharmaciens des milieux qui se sont déplacés. Fait que j'en vois quelques-uns. Levez donc la main, les pharmaciens des milieux. Fait que j'en vois là. Je vois le pharmacien-chef là, du côté du Québec aussi. Alors, merci de vous déplacer. Fait qu'il y aura une période d'échange aussi où vous pourrez échanger avec ces gens-là. Donc, pharmacie d'hôpital, moi aussi, je suis un petit peu comme Julie. Ça fait même quelques années de plus que Julie que j'ai tombé dans la pharmacie d'établissement. Dans mon parcours professionnel, j'ai eu plusieurs coups de cœur. Je suis allée de coup de cœur en coup de cœur, puis la pharmacie d'établissement, clairement que ça a été un coup de cœur pour moi. À l'époque, on faisait le stage clinique, tout ça. Ça m'a exposé un petit peu, ça m'a donné le goût de faire ma résidence en pharmacie d'hôpital. Puis bon, par la suite, je suis allée un coup de cœur du côté plus de la recherche, puis j'ai continué comme ça. Mais la pharmacie d'établissement, vous allez le voir, vous allez avoir plusieurs témoignages, plusieurs personnes aussi qui vont vous partager différents angles de la pharmacie d'établissement, puis vous allez voir, c'est un monde vraiment d'opportunités. L'élargissement de la pratique, la reconnaissance aussi que la maîtrise permet d'avoir un terrain de jeu un petit peu plus grand, mettre à profit l'expertise de ces pharmaciens-là. Plusieurs éléments dans la pratique. On dit toujours une pratique qui est très clinique, qui est interdisciplinaire, qui permet vraiment d'utiliser le plein potentiel des pharmaciens. Puis encore là, il y a plusieurs facettes à la pharmacie d'établissement. Julie est un bel exemple. Elle s'est découvert un intérêt du côté de la gestion. Fait que c'est ça aussi, c'est ça. Puis on voit que les pharmaciens prennent de plus en plus de place aussi du côté de la recherche, très impliqués dans plusieurs comités. Fait que vous allez entendre parler de plein de trucs. Fait que ce soir, je vous dirais, soyez ouverts, puis recevez tout ça, puis profitez des échanges que vous allez avoir aussi avec les gens. Posez des questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses, comme on dit. Puis souvent, c'est que ça va vous permettre d'avoir des contacts, continuer à réfléchir. Puis ce soir, c'est un moment pour partager une portion de la pratique en établissement de santé, mais vous avez des acteurs auxquels vous avez accès si vous voulez poursuivre cette discussion-là un petit peu plus tard. N'importe quand, là, ma porte, personnellement, elle est ouverte, mais vous avez plusieurs intervenants aussi à la faculté ou dans nos milieux. Alors, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Fait que merci d'être là. Salutations à Montréal. Puis, bonne soirée. Ah, caméra là. Donc, bonjour aux gens de Québec. Moi, je vais peut-être vous expliquer qu'est-ce que j'ai
j'ai été chercher en faisant ma maîtrise. Là, à l'époque, c'était en pharmacie d'établissement, donc c'était pas pharmacothérapie avancée. Mais donc, pour moi, ça a vraiment été, je vous dirais, l'année là, où j'ai été chercher le plus de formation, puis de nouvelles connaissances, puis de nouvelles compétences. Là. Puis, tu sais, j'en ai fait des diplômes. Là. Fait que, tu sais, pour dire ça, c'est que ça a vraiment été celui où j'ai été chercher le plus. D'un point de vue, premièrement, de la pratique, vous allez avoir des cours avant Noël, mais ensuite, les stages, au niveau où vous allez être rendu à ce moment-là, c'est vraiment une super opportunité d'être 1 an ou à peu près en stage avec des experts dans les milieux. Donc, ça va être extrêmement utile pour définir, comment dire, les paramètres que je voulais dans ma pratique, le type de clinicien que je voulais être, le type de pharmacien que je voulais être. L'autre point qui avait été extrêmement important pour moi, c'est qu'entre autres, j'avais découvert que j'aimais vraiment beaucoup la cardiologie quand j'avais fait ma résidence. J'avais fait une rotation de 8 semaines à l'étage où il y avait de l'insuffisance cardiaque. J'avais vraiment adoré ça. Puis ensuite, 4 semaines aux soins à l'unité coronarienne. Donc, j'avais vraiment identifié à ce moment-là que j'adorais ça. Et ça, finalement, ça m'avait amené vers ce qu'on appelait à l'époque une résidence spécialisée en cardiologie. Et maintenant, nous offrons et à l'Université Laval et à l'Université de Montréal des diplômes cliniques qui est l'équivalent de ça, de 3e cycle dans des spécialités que vous pourriez faire après la MPA. L'autre aspect qui avait été vraiment bénéfique, puis Julie a fait allusion, c'est le côté recherche. Donc, vous allez vraiment avoir une introduction à la recherche que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans votre pratique, que ce soit l'évaluation, par exemple, d'une nouvelle pratique. Et donc, ça avait été un autre aspect que j'ai vraiment aimé. Donc, avant la MPA, je vous dirais, pour moi, le concept de recherche, c'était vraiment de la recherche fondamentale dans un laboratoire. Et j'avais eu la chance de faire un projet avec Marie-France Beauchesne et Lucie Blais on évaluait l'impact d'un système d'un service de pneumologie à l'hôpital Sacré-Cœur. Et donc, j'avais vraiment aimé cette démarche-là. Puis bon, finalement, je me suis vraiment dirigé en recherche clinique, en fait, après ça. Je vous invite vraiment à poser des questions ce soir. Je sais que dans la salle, on a 4 résidentes, 3 ou 4 résidentes. Vous identifiez peut-être pour qu'on vous reconnaisse. Posez des questions. N'hésitez pas à vous informer. Puis moi, vraiment, je vous encourage fortement à faire la MPA. Ça va être comme un point important que Julie a souligné. Surtout, ça va vous permettre d'avoir des activités additionnelles aussi comme pharmacienne et pharmacien, éventuellement avec le nouveau projet de loi 67. Donc voilà, bonne soirée à tout le monde. Puis voilà. Merci tout le monde. Mon Dieu, ce micro est ben trop pour moi. Merci tout le monde pour les mots. Ça donne envie de refaire sa maîtrise pour ceux qui l'ont déjà faite, mais pour vous, ça donne envie de la faire, je suis certaine. Fait que sans plus attendre, je vais laisser la place à Julie Morin, là, qui est pharmacienne au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui va vous présenter une conférence qui s'appelle « À bas la routine, les multiples facettes du pharmacien d'établissement ». Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, levez la main, puis on verra là, si on les pose pendant la présentation. Pour les gens à l'Université Laval, est-ce que c'est possible de voir au fur et à mesure s'il y a des questions? Oui, fait que on va essayer de voir si vous avez des questions pour les poser là, de façon interactive. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Super.
Bien, super, merci beaucoup pour la présentation. Donc, en fait, c'est ça, je m'appelle Julie, je suis pharmacienne au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je travaille à l'hôpital Santa Cabrini, qui est un hôpital non universitaire, mais j'ai aussi déjà travaillé au début de ma pratique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui fait partie du même CIUS et qui est un hôpital universitaire. Donc, je pense que je connais bien la différence entre les deux types de pratiques. Je vais pouvoir vous expliquer un peu ces différences-là qu'on peut voir à travers ces deux pratiques-là. Je vais vous montrer qu'on peut se développer professionnellement tout autant dans les plus petits milieux qui sont non universitaires que dans des grands milieux universitaires, que notre place, elle est tout aussi importante et c'est mon objectif de ce soir. J'aimerais commencer par vous parler un peu de mon parcours. Qu'est-ce qui a fait que je me suis dirigée vers la pharmacie d'établissement? En fait, on peut partir un peu loin, on va dire en 2005. Je devais avoir autour de 12 ans. Mon grand-père me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard. J'avais aucune espèce d'idée qu'est-ce que je voulais faire. Mais je trouvais ça cool quand même d'aller à la pharmacie communautaire avec mes parents du coin d'où je venais. Je trouvais que la pharmacienne avait l'air sympathique. Fait que je me suis dit, bon, let's go. Je vais devenir pharmacienne, je vais avoir 10 pharmacies. Je viens d'une famille de gestionnaires, d'entrepreneurs. Mon grand-père, il était tellement content. J'arrive en pharmacie à l'Université de Montréal en 2011. Première année, j'aime les cours, j'aime ça. J'avais encore aucune idée vraiment qu'est-ce que ça faisait une pharmacienne et encore moins qu'il y avait des pharmaciens en milieu d'établissement de santé. Je fais mon stage de première année qui est en milieu communautaire dans un Jean Coutu. Je trouve ça le fun. Je vais même travailler là les étés. Ensuite de ça, j'arrive en deuxième année. À l'été, on a notre premier stage en établissement de santé. J'étais à l'hôpital de Hull, dans mon coin, à l'urgence. La première fois que je vois c'est quoi un pharmacien en milieu d'établissement. Je me souviens que quand j'arrivais à l'urgence avec mon maître de stage, j'avais des étoiles dans les yeux parce que je voyais à quel point il était interpellé par les médecins, les infirmières. Tout le monde lui demandait son avis sur tel cas. Il faisait vraiment partie de l'équipe traitante qui décidait des traitements en équipe, ensemble pour les patients. Puis ça m'avait vraiment, vraiment impressionnée. Je me souviens qu'un matin, j'arrive puis j'entends à l'intercom « Attention, attention, code bleu à la salle de choc, code bleu à la salle de choc ». Là, je me sentais comme dans Grey's Anatomy, littéralement. Je me souviens que mon maître de stage m'avait dit « Hey, Julie, vas-y, va voir, ça arrive comme une fois par mois seulement un code. Fait que va voir qu'est-ce que c'est. » J'arrive là-bas, première fois que j'assiste à une réanimation cardiaque. Le patient, dans le fond, il était en réanimation. Il y avait tout le personnel qui était autour du patient, autant les infirmières, les médecins, les préposés qui massaient. Chaque personne avait son rôle, sa place. Et moi, ça m'avait vraiment impressionnée. Je me souviens que j'avais une espèce d'adrénaline que je ressentais. Puis c'est là que j'ai su, j'étais sûre que j'allais faire de la pharmacie d'établissement, mais surtout que j'allais probablement faire des soins critiques. Fallait maintenant que j'annonce à mon grand-père que finalement, j'allais peut-être pas avoir 10 pharmacies, mais ça, c'est un léger détail. Ensuite de ça, on arrive en 4e année. On fait plusieurs stages en 4e année de pharmacie. Moi, je me souviens, j'avais fait un stage dans un milieu universitaire en oncologie. J'avais full aimé ça. Là, je m'étais dit, bon, ben laisse faire, je vais être pharmacienne d'oncologie. Et ensuite, j'ai fait un stage de 2 mois en psychiatrie aussi dans un hôpital universitaire. J'avais adoré. J'ai encore changé d'idée. Je voulais être pharmacienne en psychiatrie. Bref, juste pour vous montrer qu'il y a tellement de rotations qu'on peut faire. Puis bon, si vous êtes comme moi et que vous aimez plein de choses, bien, tant mieux. Mais sinon, vous allez clairement trouver quelque chose qui vous intéresse dans la pharmacie hospitalière. C'est tellement varié. Et finalement, on peut, en 4e année de pharmacie, visiter les milieux, les hôpitaux, en fait, où on peut faire notre maîtrise. Et c'est là que moi, j'avais visité plusieurs hôpitaux, dont l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est un hôpital universitaire dans l'est de l'île de Montréal, et que j'avais trouvé super chaleureux, super familial. Je me sentais bien. J'avais décidé d'appliquer là-bas et j'ai été prise. J'ai donc fait ma maîtrise à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et j'ai tout aimé. Je vous dirais, là, chaque rotation, encore une fois, que je faisais, j'aimais ça. J'avais le goût de faire ça plus tard. C'était complètement fou. Jusqu'à ce que j'arrive à un moment donné dans une des rotations qui était vraiment une rotation très spécialisée, très poussée. Et j'avais été invitée à un souper-conférence dans un domaine hyper poussé, pointu, là, un sujet que je ne pourrais même pas me souvenir encore aujourd'hui, tellement que c'était poussé, pointu. Bref, je pense qu'on a tous déjà assisté à un souper-conférence, plus pour le souper que la conférence. On s'entend que c'est tous déjà arrivé. Puis je me souviens qu'avant le souper, il y avait des médecins qui discutaient ensemble qui parlaient d'un cas patient, un cabrinome qui venait du triangle de la mort. Là, tout le monde riait, trouvait ça super drôle. Puis moi aussi, j'avoue que je trouvais ça drôle, la façon qu'il racontait. Mais pour une non-montréalaise comme moi, on m'a dit que le triangle de la mort, c'était pas un patient qui venait du triangle des Bermudes. Puis on m'a dit aussi qu'un cabrinome, c'était pas un nouveau type de cancer, là. C'est vraiment un patient qui venait de l'hôpital Santa Cabrini, là où j'allais travailler, justement. Puis, à ce moment-là aussi, on m'a expliqué que le triangle de la mort, c'est une espèce de triangle sur la carte de Montréal où, quand un patient qui arrive dans un des hôpitaux de ce triangle-là, bien, il disparaît, à ce que la légende raconte. Et moi, ça m'avait marqué. C'est là que j'ai eu un déclic dans ma pratique, puis je me suis dit que j'allais vraiment
pas écouter les autres personnes me mentionner des rumeurs sur des milieux. Des rumeurs, il y en a sur tout plein de milieux. Des milieux universitaires, des milieux non universitaires, il y en a partout. J'allais me faire ma propre idée sur les milieux sans écouter des gens qui ont peut-être même jamais travaillé là-bas et partager ces rumeurs-là. Puis aussi que je voulais des collègues qui reflètent les valeurs que moi je prône, qui reflètent aussi la pharmacienne que je veux être et devenir. Et c'est là que, en plus, moi, j'ai gradué de ma maîtrise en 2016, donc 1 an post-création des CIUS et des CIS. Donc, il n'y avait pas de place en milieu universitaire. J'aurais tellement aimé vouloir travailler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est là où j'avais fait ma maîtrise, j'avais tout aimé, mais il n'y avait pas de place cette année-là. D'ailleurs, ma cohorte, la majorité des pharmaciens qui ont été embauchés à cette année-là sont allés dans des milieux un peu plus petits, des milieux non universitaires. Puis aujourd'hui, c'est sûr que s'il y avait eu de la place, j'aurais voulu aller travailler à Maisonneuve-Rosemont, mais je remercie la vie que ce soit arrivé cette année-là parce que j'ai pu découvrir l'hôpital Santa-Cabrini, un milieu non universitaire, puis je peux maintenant vous parler un peu de ce type de pratique-là, puis vous la vanter en gros. Donc, je travaille à l'hôpital Santa-Cabrini depuis 2017. Je suis notamment aux soins intensifs. J'ai également fait beaucoup d'urgences et je suis coordonnatrice support à l'enseignement et aux soins pharmaceutiques de mon installation. Mais avant, j'ai aussi travaillé un tout petit peu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'ai fait les doubles pratiques au début de ma pratique. Donc, j'ai été exposée au milieu universitaire. J'ai fait un peu d'urgence là-bas et également de la néphro et de la greffe rénale. Donc, c'est quoi la pharmacie du CIUS de l'Est de l'île de Montréal? En fait, c'est un CIUS avec 2 hôpitaux qu'on peut voir sur la carte ici. On a l'hôpital Santa-Cabrini et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui sont à 950 mètres. Donc, ça amène plein de beaux avantages que je vais vous parler. On a aussi un institut en hémato-oncologie, thérapie cellulaire, un institut en santé mentale et plus de 15 CHSLD où il y a des pharmaciens qui travaillent dans chacune de ces places-là et qui s'épanouissent à leur façon. En fait, on parle beaucoup des différents types de milieux, milieux universitaires, milieux non universitaires. En gros, qu'est-ce que c'est la différence? On connaît les milieux à vocation universitaire comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On l'a vu aussi beaucoup à la télévision. Ils ont passé aussi dans l'émission de Garde 24/7. C'est vraiment un milieu avec une affiliation académique, donc énormément de formation de la relève, beaucoup de résidents en médecine, résidents en pharmacie, étudiants dans différents domaines de la santé. On en voit partout. C'est aussi des hôpitaux qui sont beaucoup axés sur la recherche, sur l'innovation, en spécialisation et en soins complexes, comme par exemple l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec la greffe de moelle osseuse, la greffe rénale, l'ophtalmologie, etc. Alors que l'hôpital Santa-Cabrini, c'est un hôpital plus petit à vocation communautaire. Donc, ces hôpitaux-là, on parle vraiment de soins de proximité, d'une approche qui est centrée sur la communauté, une approche très humaine et accessible, axée sur le patient. La preuve, c'est que c'est un hôpital qui a été fondé en 1961, donc après-guerre. Il y avait beaucoup d'immigrants italiens qui sont venus s'installer dans l'est de l'île de Montréal, puis ils voulaient être traités dans leur langue, non, pas en français, pas en anglais, mais bien en italien. Donc, c'est un peu l'origine de cet hôpital-là. Et on le ressent beaucoup aussi dans les murs de l'hôpital. C'est super italien partout, là. C'est vraiment cool, je vous le dis. Ce qui est le fun aussi, qu'on soit à 2 hôpitaux qui soient si proches, c'est qu'il y a des possibilités d'avoir des postes mixtes. Donc, de travailler autant avec une exposition universitaire qu'une exposition plus communautaire, plus locale, axée sur la communauté. On a plusieurs pharmaciens qui font maintenant le mix des deux et qui sont embauchés prochainement là, en faisant le mix des deux. En gros, à quoi ça ressemble quand on pratique en milieu hospitalier? Pour mon CIUS, à moi, c'est à peu près 30 de notre temps qu'on fait en distribution de médicaments, donc validation d'ordonnances, service des médicaments, et un bon 70 de notre temps, même, je dirais, moi, je fais à peu près 80 de mon temps en soins pharmaceutiques. Et ça, c'est divisé en 1, 2 ou 3 secteurs cliniques, tout dépendamment vos intérêts, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui est disponible également. Donc, en gros, je fais une semaine, une fois de temps en temps, la distribution, mais la majorité de mon temps, je suis surtout sur l'unité de soins intensifs. En fait, mon hôpital, qu'est-ce que c'est? En fait, pour l'instant, on est 6 pharmaciens, mais on va être bientôt plusieurs nouveaux postes qui ont été comblés. Les secteurs qui sont ouverts actuellement, c'est l'urgence, les soins intensifs, l'oncologie, la médecine interne et l'antibiogouvernance. Et ce qui va réouvrir prochainement, ça va être l'urgence. Et on va ouvrir également la chirurgie. Pour la distribution, ce que je vous parlais tantôt du 30 de temps, en fait, on fait une collaboration avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ce qui nous permet d'avoir des pourcentages de cliniques versus distribution qui sont tout aussi intéressants qu'ailleurs. Donc, c'est vraiment très équitable à travers le CIUS. Donc, quand on est à la distribution, c'est 2 pharmaciens qui travaillent ensemble à la distribution, à la validation des ordonnances, un qui est en télétravail et un qui est sur place. Par exemple, moi, quand je fais une semaine dans la distribution, le lundi, mardi, mercredi, je suis en télétravail à la maison avec mon café en pyjama devant mon ordinateur, alors que le jeudi, vendredi, je suis sur place. Et c'est l'inverse pour l'autre pharmacien.
Les petits milieux, souvent, ont des heures d'ouverture intéressantes. Pour ma part, nous, on termine à 5 heures, donc je ne fais aucun soir, ce qui amène super plein d'avantages, à mon avis. Par contre, on a plusieurs gardes. Je te garde en moyenne 1 à 3 soirs par semaine, mais on a très, très peu d'appels. Je vous dirais, je pense que j'ai eu un appel par 2 mois à peu près et à peu près 1 à 2 déplacements par année là, de mon côté. Pour les fins de semaine, on fait environ une fin de semaine sur 6, 1 sur 4 l'été, 1 sur 8 dans l'année. Et les vacances, c'est toujours un choix en équipe. Donc, c'est pas quelque chose par ancienneté, on décide ensemble. Donc, c'est quand même quelque chose de le fun aussi. Je prône beaucoup le milieu non universitaire. Je prône aussi beaucoup le milieu universitaire. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est on est parfois un milieu non universitaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas affaire avec l'université, mais pas du tout. Dans le milieu non universitaire, on reçoit quand même des étudiants en pharmacie. On reçoit beaucoup d'étudiants en pharmacie de l'Université Laval, les 4e années. On en reçoit aussi de l'Université de Montréal pour des stages de 4e année. On reçoit des étudiants du KEP. On reçoit également des résidents en pharmacie pour la MPA. On va en recevoir 2 l'année prochaine. On en a reçu aussi beaucoup dans le passé, en médecine interne et cette année, l'année prochaine, plutôt aux soins intensifs. On a également des étudiants en pharmacie qui travaillent les étés chez nous, qui font des projets, mais qui font aussi de la distribution pour bien comprendre le circuit du médicament. Et également qui viennent passer des jours d'observation avec les pharmaciens cliniciens. Il y a beaucoup de résidents en médecine. Par exemple, moi, sur mon unité de soins intensifs, il y a toujours 2 résidents à chaque mois en médecine. Et il y a aussi 3 fellows par année qui font des spécialités de soins intensifs dans notre hôpital. Donc, ils font 6 mois de spécialités de soins intensifs chacun. Il y a également plusieurs médecins qui vont faire des publications, qui vont créer des congrès. Justement, le chef du département de soins intensifs de mon hôpital, Dr. Philippe Rolla, c'est lui qui chapeaute le congrès HNR qui se trouve à l'hôpital Santa Cabrini à chaque année, un congrès international avec plein de grands noms qui viennent à Santa Cabrini à chaque année présenter. C'est plus un congrès sur la réanimation cardiaque, la réanimation liquidienne, beaucoup de techniques de soins intensifs, mais les pharmaciens, on a eu la chance de présenter 2 ou 3 années en ligne. On a justement fait un workshop à un moment donné à ce congrès-là, donc c'est super intéressant. Il y a plein de belles opportunités de développement pour shiner aussi. Ça, c'est cool. Et aussi, je vous dirais qu'on a, je ne sais pas si vous connaissez le podcast Francophone, c'est un podcast de soins intensifs qui est fait notamment par Mathieu Desgroseilliers, un pharmacien, et également Dr. Yann Almo, qui travaille à l'hôpital Santa Cabrini. Non-universitaire ne veut pas dire plate, ne veut pas dire pas de développement professionnel. Je pense que c'en est la preuve aussi. J'aimerais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait aux soins intensifs chez nous, qu'est-ce qu'on fait comme pratique quand on est un pharmacien clinicien. Fait que je vais vous amener une journée avec moi aux soins intensifs. Souvent, moi, j'arrive vers 8 heures. Ce qui est le fun, quand on est en clinique, on a un peu un horaire au choix. On peut commencer un peu à l'heure qu'on veut, tant que c'est entre 8 et 9, puis qu'on ajuste notre heure après de départ. Moi, j'arrive à la pharmacie, un petit coucou à mon équipe. J'arrive après aux soins intensifs. Je croise tout le temps Rosa, qui est la proposition de l'entretien ménager. À ce temps, il n'y en a pas de hiérarchie. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. Je connais sa vie, elle connaît ma vie. Je veux dire, c'est vraiment là, une belle ambiance de travail. À 8h10, je vais imprimer ma liste de patients et c'est là que je rencontre l'infirmière assistante chef pour un peu m'aider à guider mon plan de match de la journée. Donc, j'avais 10 patients sur ma liste, 4 patients intubés, 1 patient en dialyse sous forme de SLED et 2 nouveaux patients depuis la veille. Donc, Julie va vraiment m'aider à me dire « Hey, tel patient, cette nuit, ça a moins bien été, il s'est remis à chauffer, ils ont changé les antibiotiques, mais là, il est dialysé, il va falloir que tu checkes ça. Tel autre patient, il faudrait vraiment que tu arranges ses médicaments, là, ça n'a aucun sens. » Bref, ça peut vraiment m'aider à me guider dans mon plan de match de la journée. Puis bien souvent, je sais exactement ce que je vais faire, mis à part s'il y a des codes ou d'autres admissions qui arrivent. Donc, je commence. Mon premier patient, il est 8h30. C'est un patient qui est intubé sous dialyse. Donc, ce qui est le fun aux soins intensifs, c'est qu'on fait vraiment des notes par système. Vous allez probablement voir ça si j'avais un stage éventuellement aux soins intensifs. Donc, on y va vraiment système par système, neuro, pulmonaire, cardio, etc. Donc, on s'assure de rien manquer. Ensuite, j'ajuste tous mes antibiotiques et mes autres médicaments en fonction de la SLED. Je prescris moi-même les ajustements parce qu'on a le droit de le faire. Et je discute bien souvent du cas avec les infirmiers et les médecins par la suite. 9h30, on prend un petit 5 minutes de pause. On travaille dans un hôpital italien, il y a du bon café. C'est très important, on a le droit de prendre des pauses aussi parfois. 9h35, je fais mon deuxième patient, complications post-op, iléus, intubé. Donc, encore une fois, je révise système par système. Et là, je suis avec la nutritionniste Annie. Le patient va avoir besoin d'une nutrition parentérale. Donc, on le prescrit ensemble. On prescrit tous les électrolytes. La nutritionniste calcule les besoins. On regarde ça tous ensemble. La prescription est faite. J'ajuste aussi par moi-même mes insulines parce que le patient est diabétique. Puis en plus, en recevant beaucoup de dextrose via son alimentation parentérale, ça risque de débalancer.
Donc, je prescris tous ces ajustements-là par moi-même. 10h30, troisième patient, embolie pulmonaire, pneumonie, il est traité sous chimio à ses dires. Bon, enfin, j'ai un patient qui est non intubé, je peux enfin le rencontrer, commencer à jaser avec mes patients, avec sa conjointe. Finalement, on se rend compte que le patient, il n'est pas vraiment suivi ici, puis c'est peut-être pas une chimio qu'il y a eu, ça semble plus une immunothérapie. Donc, j'appelle la pharmacie de l'autre hôpital où le patient est traité. Et effectivement, il y avait une immunothérapie, déjà fait une pneumonie, donc on optimise le traitement avec l'intensiviste et en collaboration, en fait, tous ensemble. Donc, les cas sont très variés, super intéressants. 11h45, jour de pizza Getty, j'ai littéralement une alarme dans mon téléphone quand c'est cette journée-là, il ne faut pas la manquer. Et ensuite, en l'après-midi, 12h20, vers 15h30, je termine toutes mes admissions, je finis mes notes, je révise tous mes dossiers de mes patients. Souvent, j'ai le temps, j'ai maximum, on a une unité de 15 patients, 15 lits, j'ai maximum 12, 13 patients. Donc, j'ai le temps de regarder chacun de mes dossiers, faire des notes de suivi, discuter aussi avec les médecins, les résidents, les fellows. Souvent, en après-midi, ils vont tourner les cas, donc des fois, je m'intègre à eux pour, en fait, écouter puis en même temps apporter mon point de vue. Je réponds aussi tout au long de la journée aux questions des infirmières. Souvent, les patients vont avoir peu de voix, beaucoup de médicaments. Quoi donner en premier? Quoi donner ensemble? Quoi pas donner ensemble? Donc, c'est le genre de questions aussi qu'on peut avoir. Et finalement, il me reste 1 heure. 1 heure de temps avant de finir ma journée. 1 heure que je peux prendre pour lire des nouvelles études, mettre à jour mes connaissances. Des fois, j'ai des cas patients plus challengeants. Je vais aller lire un peu là-dessus. Puis aussi, des fois, juste prendre le temps d'aller jaser avec mes patients. Dans cette heure-là, c'est souvent les moments que je fais des petits ajustements. Parfois, je vais parler avec le patient. « Ah, il a mal dormi, ça fait plusieurs jours qu'il ne dort pas bien. OK, je vais essayer de prescrire quelque chose pour l'aider, qu'il dort mieux aux soins intensifs. » Donc, apprendre à connaître mes patients, mais aussi pour travailler sur des projets. Dans les hôpitaux, parfois, on peut faire partie de comités. Moi, je fais comme partie du comité de réanimation de mon hôpital. Donc, je révise des protocoles que les médecins vont vouloir initier ou que nous aussi, on va vouloir initier. L'autre jour, il y a un médecin qui m'appelle de l'urgence. Il me disait « J'aimerais ça réviser le protocole d'acidocétose diabétique. Il me semble qu'il est désuet. » Pas de problème. 48 heures après, c'était révisé de mon côté. Je lui avais déjà renvoyé. Et également, on a d'autres projets comme le projet Farmer Bridge, qui est un projet de mentorat. Donc, dans le fond, nous, on mentore des pharmaciens de l'international. Donc, en ce moment, je mentore une pharmacienne, Diara, là, qui vient du Sénégal. On la mentore à distance, en vidéoconférence, l'aider à développer sa pratique clinique. Donc, c'est plein de beaux projets qu'on peut réaliser quand on a le temps. Et moi, je trouve que de travailler dans mon hôpital, j'ai le temps. J'ai toujours une petite heure à la fin de ma journée que je peux travailler sur des nouveaux projets ou avoir des opportunités de développement. Ça m'amène à vous parler des avantages des milieux non universitaires. En fait, pour moi, avoir du temps, c'est super important. Avoir du temps, c'est avoir moins de stress. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie de vivre une vie en mode marathon, en mode stress, en mode course, en mode pression. Moi, j'ai envie d'une vie relaxe, mais quand même avec des défis professionnels. Parce que dans les milieux non universitaires, je dois dire qu'on en a des cas complexes, nous aussi. Puis pour avoir fait ma résidence à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, un hôpital universitaire, je peux vous dire, j'avais des cas tout aussi beaux, tout aussi complexes, tout aussi challengeants qu'à l'hôpital Santa Cabrini, qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et ce que je dirais aussi, ce qui est cool aussi des plus petits milieux, c'est souvent on a plus accès aux dossiers. On a le temps de regarder les dossiers. On a beaucoup d'interventions à faire. On n'est pas la 6e, 7e, 8e personne qui arrive dans un dossier. On est souvent dans les premiers à toucher le dossier, ce qui est super intéressant. En étant dans une petite équipe avec peu de pharmaciens, on a gagné une grande confiance des équipes. Moi, sur mon hôpital, là, je marche, on est 5, 6 pharmaciens. Je veux dire, tout le monde nous connaît, tout le monde nous dit bonjour, tout le monde sait c'est qui Julie, la pharmacienne. Même si je ne travaille pas sur une unité de soins, quand je fais une prescription, quand j'appelle sur l'unité, on se reconnaît, on se connaît. Puis ça, pour moi, c'est important aussi. C'est un beau sentiment. Je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives dans un milieu où tu développes un secteur, parce que, par exemple, il n'y avait pas, moi, quand je suis arrivée à personne aux soins intensifs, ça nous permet de développer la pratique pharmaceutique à notre image. Donc, développer un secteur comme nous, on a envie de le faire. Puis c'est ce qu'on a fait, nous, ma gang de résidentes et moi, là, quand on était les 6 nouveaux à arriver à l'hôpital Santa Cabrini en 2017, on a développé la pratique comme nous, on le voulait. On n'était pas comme la 10e, 15e, 30e pharmacienne qui arrivait dans un secteur depuis sa création. Aussi, moi, je trouve que les horaires sont très, très avantageux. Personnellement, c'est très compatible avec une vie familiale, d'avoir un horaire de 8h30, 8 à 4h30, 5. Pour moi, c'était un point, un petit bonus. Comme j'ai dit tantôt, ce qui est le fun des milieux non universitaires et probablement dans plusieurs milieux universitaires, moi, je l'ai ressenti aussi à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est que tout le monde se respecte, tout le monde se connaît. Dans mon coin, il n'y a pas de hiérarchie, comme je vous disais. Ça vient vraiment refléter la vocation communautaire de mon hôpital, l'espèce de vision humaniste, l'esprit d'équipe, l'aspect familial.
On a aussi un très grand sentiment d'appartenance, d'accomplissement et de contribution. Moi, je ne l'ai jamais ressenti aussi fort que ça. Ça m'amène aussi à vous parler des avantages de la pratique hospitalière. Pourquoi vous voudriez aller, par exemple, travailler comme pharmacien hospitalier? Je vous dirais, c'est vraiment cool d'avoir l'espèce de participation directe aux soins des patients. Le fait qu'on sent qu'on est très bien intégré dans l'équipe interdisciplinaire. On décide des traitements ensemble. Moi, c'est ce que je fais en tout cas aux soins intensifs. On ajuste beaucoup de traitements très complexes, tout ce qui est antibio, IV et des patients qui ont des grosses bactéries multirésistantes, qu'on vient ajuster leur traitement. Des patients comme moi qui sont dialysés aux soins intensifs, quand j'ai développé une expertise avec la SLED. Donc, on ajuste encore une fois des traitements complexes IV dans des conditions hyper aiguës. On prescrit des ajustements d'alimentation parentérale. Puis même les pharmaciens en oncologie vont prescrire des ajustements de chimiothérapie. Donc, c'est super intéressant et challengeant. Un autre avantage, c'est qu'on a accès à des dossiers médicaux complets, pas juste le DSQ. On a accès aux dossiers antérieurs, aux dossiers, les notes médicales, les consultations, etc. Toute l'équipe est là en live. On traite le patient en live et non après avec une prescription qu'on a reçue en externe. Je trouve aussi qu'il y a une très belle reconnaissance professionnelle de l'expertise clinique du pharmacien à l'interne. Les médecins connaissent notre valeur, connaissent notre expertise. Il n'y a pas d'ego. Les médecins viennent nous voir, nous demander leur avis, puis ils savent qu'on est les spécialistes du traitement. Il y a aussi possibilité de se spécialiser dans un secteur qu'on aime. Comme vous avez vu, comme quand j'ai présenté, moi, j'ai changé d'idée tout le temps. Mais à la fin, je me suis décidée, j'ai aimé l'oncologie, les soins intensifs, un peu moins l'oncologie à la fin de ma maîtrise, un peu moins la pédiatrie, c'était moins mon genre, mais j'ai trouvé plein d'autres secteurs qui me captivaient, qui m'intéressaient. Puis ce qui est le fun, c'est que si d'un matin, je veux changer d'idée, puis finalement, ça me tente de retourner en néphrologie ou d'aller faire un autre secteur, c'est toujours possible. Je trouve aussi que la pratique hospitalière, ça nous donne un horaire qui est parfois plus stable, avec moins de soirs, moins de fins de semaine, tout dépendamment des milieux, avec un salaire super compétitif, mais je pense que Benoît va vous en parler de toute façon. Moi, je n'ai pas vu de différence entre les deux salaires, personnellement. Donc, j'aurais envie que vous reteniez de ma présentation de prendre le temps d'aller visiter chacun des milieux, rester ouvert, de ne pas écouter nécessairement les ragots ou les idées que les gens préconçus vont vous partager sur certains milieux, parce qu'il y a de la valeur dans chaque milieu. Vous pouvez aussi avoir de l'ambition pour la pharmacie en établissement de santé. Vous l'avez vu, il y a plein de possibilités de développement. Vous pouvez faire de la gestion, de la coordination. Vous pouvez changer de secteur quand vous voulez. Il y a un immense bassin là, de possibilités pour vous. Il y a aussi l'ambition qu'on peut avoir pour les plus petits milieux, la pratique non universitaire. Je pense que j'en suis la preuve. Je suis full ambitieuse pour mon milieu, même si ce n'est pas le milieu le plus reconnu. Moi, je suis sûre et certaine que ça va le devenir un jour. Je pense qu'on peut voir du beau, du sens et du grandiose dans les petites actions au quotidien qu'on fait comme pharmacien d'établissement. Chaque petit impact va faire un grand impact au bout de la ligne parce qu'il y a de l'extraordinaire partout. Des cas extraordinaires, il y en a partout des cas extraordinaires, que ce soit dans des milieux universitaires, des milieux non universitaires, il y en a vraiment partout. Vous allez trouver ça intéressant. Donc, vraiment, quand vous allez prendre votre décision, si vous voulez faire la maîtrise, si vous voulez travailler en milieu d'établissement, posez-vous les bonnes questions. Repensez à vos stages. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Quel genre de maître de stage vous voulez ressembler? Y a-t-il des choses qui vous ont plus challengé, que ça ne vous intéresse pas? Dans quel type de milieu vous êtes bien senti? Parce que c'est fou quand même, vous allez passer 40 heures par semaine dans votre milieu de travail. Puis on rêve tous d'avoir une vie en lien avec nos valeurs, une vie pleine de sens. Puis personnellement, moi, je trouve que c'est super important de se sentir bien dans son milieu de travail. Et pour travailler 8 heures de temps par jour, il faut vraiment que vous ayez un beau sentiment d'accomplissement, un beau sentiment de contribution. Puis moi, pour ma part, j'avais envie vraiment d'avoir un 8 heures par jour où j'ai du fun, où je me sens intégrée dans mon équipe, où je me sens utile, près de mes patients parce que j'ai le temps de les rencontrer, mais surtout où je me sens épanouie puis heureuse. Et ça, moi, ça rejoint mes valeurs. Donc, je souhaite vraiment trouver un domaine de la pharmacie, puis encore mieux si c'est la pharmacie hospitalière, je suis full vendue, un milieu qui va vous stimuler, qui va vous challenger, puis que vous allez être full plein de bonheur et heureux. Merci. Et est-ce qu'il y avait des questions dans la salle ou à l'Université Laval? Non. J'ai pas fait la bonne chose. Non, ben je pense que c'était très clair. Merci beaucoup, Julie, c'était super intéressant.
Et on peut enchaîner avec la prochaine présentation de mesdames Océane Daigle et Alice Girard, qui sont résidentes en pharmacie à l'hôpital Pierre-Boucher et au CHUM. Ouais. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Océane. Je suis accompagnée de Alice. Donc, on est ici pour vous parler un petit peu de la maîtrise. On est deux résidentes en pharmacothérapie avancée. Moi, je suis résidente à l'hôpital Pierre-Boucher. Donc, nos objectifs aujourd'hui, c'est premièrement de vous faire connaître un petit peu le programme de résidence, dont le projet de recherche, le projet de gestion. On veut aussi vous décrire les différents aspects de la vie du résident durant notre formation, puis vous présenter les avantages de travailler en établissement en tant qu'étudiant, donc avant la maîtrise. On va vous parler un petit peu de nous, de nos motivations à faire la maîtrise et à éventuellement travailler en établissement de santé. Vous parler des avantages qu'on pense que la pratique en établissement de santé représente. On va vous faire découvrir le programme de résidence, les cours, puis la vie d'un résident en pharmacie et finalement, on va vous parler de notre expérience de travail en établissement de santé avant la résidence. Donc, on va se présenter. Je vais laisser Alice se présenter. Bonjour, moi c'est Alice. Puis dans le fond, avant de commencer, là, on voulait vous parler rapidement de notre parcours. Donc, moi, j'ai étudié en sciences infirmières à l'Université de McGill avant de commencer ma pharmacie à l'Université de Montréal là, en 2020, donc au tout début de la fameuse pandémie. Après mon PharmD, j'ai tout de suite enchaîné avec la maîtrise en pharmacothérapie avancée, toujours à l'Université de Montréal. Puis, dans le fond, moi, j'avais toujours un intérêt pour l'établissement de santé, surtout avec mon parcours là, en sciences infirmières. Mais c'est vraiment mes stages en hôpital, puis mes emplois d'été là, en hôpital là, qui m'ont vraiment convaincue de poursuivre ma pratique en établissement de santé. Sinon, j'ai aussi fait un peu de pharmacie communautaire, là, mais actuellement, je me consacre pleinement à la résidence. Je suis résidente au CHUM, puis je vais aussi poursuivre là, ma pratique là, au CHUM après ma maîtrise. Moi, j'ai fait mon PharmD à l'Université Laval en 2020 à 2024. Moi, dans le fond, j'ai toujours eu un intérêt aussi pour les hôpitaux, l'établissement de santé. Je croyais que je devais être médecin. Puis finalement, j'ai été acceptée durant mon PharmD en médecine pendant que j'étais en train de faire mon premier stage en établissement de santé. Puis j'avais tellement aimé ça et je ne savais pas avant de faire ce stage-là qu'il y avait des pharmaciens en établissement de santé. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de refuser l'offre finalement et de faire la maîtrise pour faire pharmacie en établissement de santé. Je trouvais que c'était comme le parfait entre médecin et pharmacien avec tous les avantages des deux côtés. Donc, je suis en train de faire ma maîtrise. Les deux, on va terminer fin 2025. Puis, j'ai été étudiante en pharmacie communautaire jusqu'à 2024. Et puis, j'ai débuté à l'été 2024 en tant que pharmacienne à l'hôpital Pierre-Boucher. Donc, j'ai commencé avant la maîtrise pour avoir une exposition à la pharmacie d'établissement de santé. On va vous présenter un petit peu les avantages, selon nous, de l'établissement de santé. Donc, moi, premièrement, c'est la collaboration interprofessionnelle qui m'attire beaucoup avec cette pratique-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail d'équipe. Premièrement, aussi, on a accès à toutes les données pour le patient. Là, donc, on a accès au dossier complet, ce qui n'est pas tout le temps le cas en communautaire. Puis, des fois, l'accès à l'information est plus difficile. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Le rôle du pharmacien est très bien établi aussi dans les établissements de santé. On est bien reconnu et bien apprécié des équipes, ce qui est très agréable. Puis, on apprend aussi de l'expertise de tout le monde, donc autant les autres professionnels qui sont à l'hôpital que de nos collègues pharmaciens. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir travailler en équipe avec tout le monde, avec les pharmaciens, les médecins, les nutritionnistes, les physiothérapeutes. Il y a aussi l'aspect de l'enseignement et de la recherche, évidemment. Donc, c'est toujours le fun de pouvoir transmettre nos connaissances. On a, entre autres, eu des expériences, nous, avec des étudiants en pharmacie, mais même quand on est pharmacien, on peut recevoir des résidents, des étudiants en pharmacie. Puis, on peut s'impliquer dans la recherche également. On peut s'impliquer dans plusieurs comités à l'hôpital. Donc, c'est vraiment possible d'adapter notre pratique selon nos intérêts puis de participer à des comités qui nous rejoignent.
Une autre raison là, pour choisir la pratique en établissement de santé, c'est pour choisir une pratique de pointe. Donc, vous allez vraiment être exposé à différents cas complexes, des cas variés aussi. Donc, non seulement on développe toujours nos compétences, nos connaissances, on reste toujours constamment à jour. Sinon, ouais, c'est ça. Certains vont faire aussi des stages là, ou leurs pratiques là, dans un centre tertiaire et quaternaire. Donc, c'est sûr, vous allez être exposé à des cas cliniques là, vraiment spécialisés, des cas uniques. Puis donc, ça, c'est à la fois stimulant, c'est aussi très innovant et enrichissant. Avec la pratique en établissement de santé, vous allez vraiment développer votre jugement clinique. Vous allez être capable de naviguer un peu à travers toutes les zones grises parce que vous allez voir, là, c'est pas juste noir et blanc, il y a beaucoup de zones grises. Puis il faut, dans le fond, être à l'aise là, dans cet inconfort. Finalement, avec la pratique en établissement de santé, vous allez pouvoir vous spécialiser, développer une certaine expertise dans un secteur qui vous passionne, mais vous allez aussi pouvoir changer de secteur après quelques années là, si vous voulez relever des nouveaux défis ou si vous voulez juste diversifier votre pratique. Sinon, un quatrième point là, pour choisir la pratique en établissement de santé, on ne pouvait pas passer à côté, là, c'est vraiment la qualité de vie. Donc, c'est important de la prioriser. On va vous parler plus tard là, de tous les avantages sociaux et financiers là, de la pratique en établissement de santé. Mais il y a les congés nordiques, les congés, les fériés, les congés sans solde. Il y a aussi là, tout ce qui est pour la pension, pour la retraite, etc. Là. Donc, c'est vraiment un beau milieu pour réconcilier le travail et la famille. Puis, vous avez droit à vos heures de dîner et aller aux toilettes, ce qui peut sembler un luxe comparé à d'autres milieux. Sinon, ça ressemble à quoi là, le programme de la résidence? Donc, c'est un total de 16 mois, donc une session d'automne, puis ensuite 1 an à la résidence. Puis, vous allez voir, là, ça passe vraiment, vraiment vite. Puis, vous allez voir tout le progrès que vous avez fait. Vous allez bâtir votre confiance, puis vous allez vraiment voir toute l'évolution. Puis, c'est le fun de mettre en pratique, justement, la théorie, puis la consolider là, dans vos expériences cliniques pendant votre année de résidence. Donc, c'est au total 60 crédits. À l'Université de Montréal, vous avez 2 diplômes, là, la maîtrise plus le diplôme complémentaire. À l'Université de Laval, là, c'est un diplôme, la maîtrise de 60 crédits. Ça s'équivaut là, sensiblement entre les deux. Puis dans le fond, vous allez venir approfondir vos connaissances en pharmacothérapie, prodiguer des soins complexes, puis tout ça au sein là, d'une équipe multidisciplinaire. Vous allez développer votre jugement clinique, vous initier à la recherche, participer à l'enseignement. Vous allez également communiquer le savoir scientifique, puis tout ça dans le but de développer une expertise en pharmacie. Donc, quand vous allez être accepté à la maîtrise, vous allez choisir votre milieu de résidence. Puis dans le fond, ça, c'est votre milieu central. C'est là où vous allez faire la plupart là, de vos stages cliniques. Mais il est aussi possible là, de faire des sorties externes, donc aller voir, découvrir d'autres milieux également. Donc, à l'Université de Montréal, c'est un total de 10 milieux de résidence. La plupart sont à Montréal. Il y en a un à Laval, un dans la Rive-Sud, puis un autre en Estrie, à Sherbrooke. Pour l'Université Laval, on a 13 milieux de résidence, donc la plupart à Québec, Lévis. Puis on en a quand même certains au travers du Québec. Là. Donc, on a l'hôpital Pierre-Boucher où je suis en résidence près de Montréal, qui est le milieu le plus près de Montréal. On en a à Rimouski, à Trois-Rivières, en Outaouais et à Chicoutimi. Maintenant, ça ressemble à quoi, en fait, là, la session de cours d'automne? C'est une session de 4 mois intensif, mais qui ressemble beaucoup là, à ce qu'on voit au PharmD. Donc, prochaine slide. Ouais. Donc, vous avez différents cours. On a nos soins pharmaceutiques, nos cours de méthodologie de la recherche, nos cours de gestion des opérations, gestion de la pratique et des opérations. Puis, on a aussi le cours d'enseignement et de communication. Certains cours, là, avec un astérique, ça, c'est des cours longitudinaux, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu de théorie en automne, puis vous allez poursuivre les activités là, pendant votre année de résidence. Par exemple, les cours de communication scientifique, d'enseignement, vous allez avoir vos notions à l'automne, puis pendant votre résidence, c'est là que vous allez faire vos journal club, présentations scientifiques, les activités d'enseignement de pyramidal. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se prolonge là, à travers l'année.
Ce qui est nouveau aussi à l'Université de Montréal, c'est qu'on peut maintenant faire des choix de cours. Donc, par exemple, tous les étudiants vont faire le cours de infectio et de médecine interne, mais vous allez pouvoir choisir entre le cours de oncologie ou de gériatrie, puis le cours de soins critiques ou urgences. Donc, ça, c'est le fun parce que ça permet vraiment d'individualiser votre parcours, puis vraiment de choisir un cours là, qui concorde avec vos intérêts puis votre pratique future. Puis, inquiétez-vous pas, là, donc ceux qui ne choisissent pas de long cours vont aussi avoir les notions de base d'onco dans leur session de cours. Puis ça va leur permettre là, de faire leur stage clinique obligatoire en onco aussi. Donc, vraiment, avec toutes les notions de base, ils peuvent quand même faire leur stage. Mais c'est le fun de pouvoir individualiser puis vraiment pousser les connaissances là, sur des cours qui nous intéressent. Pour ce qui est de l'Université Laval, donc, il y a les 2 cours de pharmacothérapie en soins critiques qui vont venir nous aider à approfondir nos connaissances en tout ce qui est soins d'urgence, soins critiques, soins intensifs, donc des choses qu'on a peut-être un peu moins vues au PharmD. Puis, on a le cours d'anti-infectieux notions avancées et un cours d'oncologie également qui va venir compléter la formation qu'on a eue au PharmD. On a aussi les cours longitudinaux avec le même principe que Alice vient d'expliquer, dont le projet de recherche et le projet de gestion. Par exemple, le projet de recherche et projet de gestion, on va avoir les cours théoriques, donc pour faire le protocole, avoir les cours de gestion. Puis, pendant l'année de résidence, on va travailler sur notre projet de recherche et notre projet de gestion. Donc, maintenant, à quoi ressemble la résidence de 12 mois? Donc, c'est au total, à IDM, 12 périodes de 4 semaines. Fait que ça représente là, à peu près là, 1 mois de l'année. C'est au total 9 stages cliniques, 2 rotations en projet, une rotation à la distrib. Puis à travers tout ça, là, on a également là, 2 semaines de congé. Puis dans le fond, si je parle rapidement là, de la distribution, c'est là aussi que vous allez avoir là, vos gardes. Donc généralement, les étudiants ont 2 à 3 gardes. Puis la garde, c'est quand la pharmacie ferme, donc autour de 22 heures. Puis quand elle ouvre le matin, là, à peu près vers 8 heures, c'est là où le pharmacien est sur appel. Puis il répond aux questions là, des infirmières, des médecins, des résidents. On est toujours jumelé avec un autre pharmacien aussi pour pouvoir le consulter. Fait que ça ressemble un peu à ça là, pour la distribution. À l'Université Laval, on a 9 périodes de rotation qui durent 5 semaines chaque. On commence toujours l'année avec 2 semaines d'intégration, donc pour s'habituer à notre milieu, se familiariser avec l'équipe, le fonctionnement du milieu. Puis par la suite, on a 8 AMPA, donc activités en milieu, je l'ai oublié, c'est quoi? En milieu pratique, avancé. Oui, quelque chose comme ça. Puis là-dedans, on va avoir 4 semaines de stage avec 1 semaine de distribution. Cette semaine-là, elle peut être soit, par exemple, une semaine complète au début ou à la fin des stages, ou elle peut être divisée par une journée par stage, dépendamment des milieux. Puis, on a une période de collecte de données de 5 semaines qui est à peu près en mai, donc pour travailler sur notre projet de recherche, faire la collecte de données. Puis, on a 2 semaines d'avancement en juillet et en novembre. Donc, pour les rotations cliniques, comme je vous avais mentionné, là, on en a 9 au total. Parmi les 9, il faut 4 obligatoires. Donc, on a le stage d'onco, le stage de soins intensifs ou urgences, médecine interne, médecine générale ou gériatrie active. Puis finalement, on a un stage en milieu non universitaire qu'on appelle le stage STOP, là, même si c'est pas la même chose là, que ce qu'on voit au PharmD. Donc, vous voyez que pour l'oncologie, là, même si on n'a pas le cours à option, on peut quand même là, réussir notre stage sans problème. Puis, on peut aussi avoir là, jusqu'à 4 sorties externes, donc 4 sorties là, de notre milieu de résidence pour aller explorer en fait d'autres milieux, d'autres secteurs aussi là, qui ne seraient peut-être pas offerts là, dans notre milieu de résidence principale. Ouais. Puis pour l'Université Laval, les 2 rotations obligatoires sont oncologie et soins intensifs. Puis il est fortement recommandé aussi de faire un stage à l'urgence et un stage en antibiogouvernance. On a 6 AMPA dans notre milieu principal, puis on en a 2 qu'on peut faire à l'extérieur.
Je fais une petite aparté aussi pour vous recommander de faire vos stages à l'extérieur en région quand vous êtes capable de le faire, parce que je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Puis, un petit peu comme on l'a vu avec la conférence d'avant, les milieux non universitaires ont vraiment beaucoup de choses à apporter. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose de le fun à vivre. Puis, personnellement, j'ai fait la plupart de mes stages extérieurs au Fundy et à la maîtrise en région et je le regrette vraiment pas. On vous montre juste quelques petits exemples de secteurs pour vous montrer qu'il y en a vraiment beaucoup, là. Donc, il y en a pour tout le monde. On peut se spécialiser, puis on peut vraiment aller sélectionner les secteurs qu'on veut faire pendant la maîtrise pour que ça reflète la pratique qu'on veut faire plus tard. Ouais. Fait que aussi, je peux vous montrer peut-être. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est 2 exemples de notre horaire. Vous allez voir que vos horaires là, seront tous uniques. Vous allez vraiment pouvoir les individualiser là, selon vos intérêts puis votre pratique. C'est vraiment le moment là, d'aller explorer, de faire des secteurs là, pour approfondir vos connaissances. Donc, si, par exemple, l'axe phosphocalcique, c'est quelque chose que vous avez de la difficulté à comprendre, bien, faire une rotation là, en néphro peut toujours aider. Donc, ça, c'est mon année de résidence. Donc, j'ai commencé en hémato-onco. Ensuite, j'ai fait de la cardio. J'ai eu ma semaine de congé. Ensuite, j'ai été en sortie externe là, au CUDUM en pédiatrie. J'ai eu mon mois de projet, un mois de antibio-gouvernance. J'ai fait mon stage en milieu non universitaire là, à l'hôpital Fleury à l'urgence. Ensuite, j'ai fait de l'hépato, qui est un peu plus spécialisé au CHUM. J'ai eu mon mois de projet. Je viens de terminer là, mon mois aux soins intensifs. Puis actuellement, là, je suis à la distrib et je vais finir en cardio dans une sortie externe à l'Institut de cardiologie pour finir ma résidence là, en chirurgie. Sachez qu'à l'Université de Montréal, on a environ une journée personnelle par mois. Donc ça peut nous aider là, à avancer nos projets. Puis on a, comme je vous ai dit, là, les 2 semaines là, de congé. Vous pouvez aussi avancer vos projets là, pendant ces semaines-là, mais je vous conseille vraiment de vous reposer, de vous ressourcer. Donc, la maîtrise, c'est vraiment un marathon. Donc, il faut être capable là, de bien gérer son énergie à travers l'année. Moi, personnellement, comme je l'ai dit tantôt, on commence toujours avec les 2 semaines d'intégration. Puis par la suite, j'ai fait 3 stages dans mon milieu, donc oncologie, médecine générale, puis chirurgie. Par la suite, en mai, on a eu le 5 semaines de collecte de données pour notre projet de recherche. Puis nous, on avait terminé d'avance, donc on a pu avancer aussi notre projet de recherche. J'ai été en cardiologie, puis on a 1 semaine de projet en juillet qui vient vraiment nous aider à reprendre le dessus là, sur les projets si on a pris un petit peu de retard. Ensuite, j'ai fait un stage à l'urgence et je suis allée à Rimouski faire un stage en néphro dont je viens juste de revenir. Je m'en vais la semaine prochaine là, aux soins intensifs à Saint-Hyacinthe. On a une autre semaine de projet en novembre pour terminer les projets là, de fin de résidence. Puis, j'ai un dernier stage en gériatrie. À l'Université Laval, il y a 10 journées personnelles qu'on peut mettre dans l'année, puis on peut les coller. Là, donc, par exemple, faire 2 fois 5 pour faire 2 semaines de congé. Là. Donc, c'est possible de les planifier dans l'année pour soit avancer des projets ou si vous avez une bonne gestion de votre temps, puis être capable de partir, par exemple, en voyage 1 semaine, c'est possible aussi. Il y en a plusieurs qui le font. Donc, ici, c'est la liste de toutes les activités là, qu'on doit faire à la maîtrise. Donc, à l'Université de Montréal, c'est un club de lecture, une balado, une présentation scientifique, une modération d'une présentation scientifique, une présentation d'une activité créatrice là, comme un farm talk. On a les séminaires, on doit animer une activité d'enseignement, on doit faire une activité au service à la communauté, on a nos cours de gestion, puis tout ça, on a aussi le projet de gestion et le projet de recherche. Donc, vous voyez, il y en a quand même beaucoup, mais les conseils qu'on a à vous recommander, c'est vraiment de bien gérer votre temps puis avoir une bonne planification à travers toute la résidence. Donc, évitez de tout faire ces activités-là là, vers la fin quand vous êtes un peu plus fatigué, mais bien les répartir. Puis moi, je pensais que c'était beaucoup au début, là, mais finalement, c'est quand même faisable là, quand on est capable de bien les espacer. À l'Université Laval, il y a toutes les activités de communication scientifique. Donc, on a à faire au moins un club de lecture, une présentation de pharmacothérapie et une présentation de cas. On a fait aussi une évaluation critique d'un article scientifique sous forme de rédaction là, d'un article dans le format pharmactuel. Puis, on fait la supervision d'étudiants comme en pyramidale là, au sein de la résidence. Au moins un étudiant, mais on peut faire la supervision de plus qu'un étudiant s'il y en a plusieurs dans notre milieu.
On fait aussi l'évaluation des rendre-comptes novices en juin, là, donc les 2e années de PharmD pour l'Université Laval. Puis, on participe à un comité au sein de notre milieu, un comité CMDP, par exemple, comité de pharmacologie. Il y a plusieurs opportunités de formation continue, de participer à des conférences également. Et tout au long de ça, il faut travailler aussi sur notre projet de gestion et notre projet de recherche. Moi, mon projet de recherche, c'est l'évaluation rétrospective du contrôle des nausées et vomissements secondaires à la carboplatine selon l'utilisation ou non de la Kinzeo pour les patients de l'ensemble du CIS de la Montérégie-Est, qui comprend autant l'hôpital Pierre-Boucher que 2 autres centres. Donc, c'est fun parce qu'on fait un projet qui est dans 3 milieux, donc on a dû se déplacer pour faire la collecte de données. Puis, ça nous permet aussi d'avoir plus de patients. Puis, il y a vraiment plusieurs choix de projets de recherche, là, donc il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a des projets de recherche un peu plus cliniques comme le mien. Il y en a d'autres qui vont plus évaluer, par exemple, la pertinence de l'ajout d'un pharmacien ou l'impact clinique d'un pharmacien dans un secteur clinique. Donc, il y a vraiment plusieurs options là, qui peuvent refléter vos intérêts. Puis, habituellement, les milieux, ils ont plusieurs choix, donc au moins 2 choix pour que vous puissiez choisir le projet de recherche en fonction de vos intérêts. Donc, au CHUM, on avait également là, deux projets de recherche. Le mien, c'est sur l'efficacité et l'innocuité de l'hydroxyurée chez les patients atteints de maladies de l'anémie falciforme de type HBSC. Donc, c'est une étude de cohorte rétrospective au CHUM principalement. Donc, ce qui est le fun avec les projets de recherche, c'est qu'on voit que ça se concrétise. Au début, on voit que c'est vraiment un gros projet d'envergure, que ça va prendre beaucoup de temps à faire. On commence le protocole au mois de septembre là, à l'automne, puis vraiment, ça se complète là, à travers l'année. Mais ce qui est le fun puis gratifiant, là, c'est de le voir se concrétiser. Puis nous, justement, là, on a appliqué, on a soumis notre abrégé au congrès de l'ASH, donc le American Society of Hematology, qui est en Orlando en décembre. Puis aujourd'hui, on a reçu un courriel là, comme quoi que notre abrégé a été accepté. Donc, on va pouvoir le présenter sous forme d'une présentation orale là, au congrès. Donc, c'est vraiment le fun. C'est une activité qu'on va pouvoir faire là, toute notre équipe, puis on va pouvoir aller en Floride. Donc, autant ça nous permet aussi d'avoir des publications, ça nous permet aussi de sortir un peu notre zone de confort, là, aller présenter un peu à l'international. Donc, c'est vraiment des belles activités. En ce qui concerne le projet de gestion, habituellement, il y a aussi plusieurs choix. Donc, on peut aussi choisir selon nos intérêts. Nous, dans mon milieu, on est 2 résidents et on a choisi de le faire sur les soins et services qu'on offre dans les centres jeunesse et les campus de réadaptation du CISME. Donc, on est allé visiter des centres jeunesse pour voir un peu le circuit du médicament, comment ça fonctionne. On a fait des rencontres aussi avec des gestionnaires des centres jeunesse, les pharmacies communautaires qui les desservent. Donc, ça peut vraiment aller dans plusieurs sens, là, les projets de gestion. Puis, c'est un travail d'équipe là, comme le projet de recherche. Là, donc, au moins, on n'est pas seul pour ça non plus. Donc, nous, au CHUM, on a également là, plusieurs projets de gestion. Donc, on en avait 3 cette année. Nous, notre équipe, on travaille sur le développement d'un programme de certification et de recertification pour les ATP à la saisie au CHUM. Donc, dans le fond, on élabore là, un examen théorique puis un examen pratique pour les ATP, pour les certifier, puis ensuite pour les recertifier là, après quelques années. Fait que ça aussi, ça nous permet là, d'avoir une vision un peu plus là, sur la gestion, de mieux comprendre c'est quoi. Ça nous permet aussi à la fin là, de publier dans le Pharmactuel, par exemple. Donc, c'est toutes des belles opportunités là, pour mieux comprendre, en fait, là, la pratique en établissement, puis aussi se voir rayonner là, un peu là, dans nos publications. Donc, il y a quelques aspects de la vie du résident. Vous avez vu, on a plusieurs activités à faire et à mettre en œuvre là, tout au long de l'année. Mais on a aussi nos journées personnelles de congé à travers ça, les semaines de lecture pour être capable d'avancer nos projets. Il est très possible aussi de faire des activités sociales, de l'activité physique, de continuer nos activités, voir notre famille, nos amis à travers ça là, quand on a une bonne gestion du temps. Puis, on participe à plein de formations continues. Souvent, dans les milieux, il y a aussi des midis scientifiques qui sont à faire. Il y a des congrès, par exemple, les congrès de la PES. Il y a des midis scientifiques, puis il y a des simulations aussi dans certains milieux qui sont à faire. Je vous montre quelques photos de ma vie en tant que résidente là, depuis l'automne dernier, juste pour vous montrer qu'il est très possible d'avoir du plaisir aussi à travers ça avec les autres résidents.
Donc, on est allé souper au restaurant, on va faire des pique-niques, on va au village d'antan. Et donc, c'est très agréable. Puis, il est possible de continuer à faire nos activités. Puis, on développe vraiment des beaux liens aussi ensemble parce qu'on est des petites cohortes. Donc, c'est très agréable. Puis ici, des photos ici à l'Université de Montréal. Donc, on est une cohorte d'environ une 60aine d'étudiants. Puis, vous voyez avec les photos, là, on n'a pas de l'air zombie. On est quand même capable d'avoir une vie sociale. Nous, au CHUM, avec les résidents du CHUM puis les résidents externes qui viennent visiter le CHUM, on essaie de faire des activités là, au moins une fois par mois. Donc, ça, c'est nous au restaurant. Puis, on est aussi allé voir les feux d'artifice là, cet été. On a aussi là, les activités de simulation, là, donc en bas ici. On va chercher notre crème glacée puis notre café là, les vendredis. On fait aussi là, des triathlons là, avec l'équipe de pharmacie. Donc, il y a vraiment plein d'activités, là, puis on est capable d'avoir du fun. Puis c'est important là, d'avoir justement cet équilibre de vie à travers la maîtrise. On va finalement terminer avec notre expérience de travail avant la résidence. Moi, personnellement, je n'ai pas travaillé comme étudiante en pharmacie avant la résidence, mais je le regrette parce que je pense que ça m'aurait vraiment aidé à mieux comprendre le circuit du médicament quand je suis arrivée, puis à mieux comprendre le fonctionnement général de l'hôpital. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous savez que vous avez un intérêt pour l'établissement de santé. J'ai travaillé, par contre, comme pharmacienne juste avant de commencer ma résidence. Donc, j'ai fait moitié-moitié distribution et les soins pharmaceutiques à l'étage de cardiologie à l'été 2024. Pour ce qui est de la distribution, il y a vraiment beaucoup de choses là, que j'ai pu mettre en pratique puis apprendre. Donc, on valide des ordonnances, évidemment. On fait des interventions pharmaceutiques, on appelle les médecins. On répond aux demandes téléphoniques aussi des médecins, des infirmières, des questions de compatibilité, des questions plus cliniques sur des cas de patients. On valide les préparations de produits stériles. On fait la supervision du travail des techniciennes aussi, puis ça nous permet de développer notre capacité à travailler en équipe et on collabore avec les autres pharmaciens. Pour les soins pharmaceutiques, donc j'étais à l'étage de cardiologie, puis j'ai fait le suivi de la pharmacothérapie des usagers qui est admis en cardiologie. J'ai fait l'antibiogouvernance aussi, donc le choix des molécules, des dosages, les ajustements. Puis aussi la pharmacocinétique, par exemple, avec la vancomycine. J'ai fait l'initiation et le suivi de plusieurs alimentations parentérales et le suivi des thromboprophylaxies, anticoagulation. Je suis allée voir des patients et bien sûr, j'ai discuté des cas avec les médecins, les infirmières et les autres professionnels de l'étage. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a donné une belle autonomie, même si c'était juste 3 mois. C'est une belle exposition aussi avant de commencer la résidence. Ça m'a permis de développer mes connaissances. Puis, je trouve qu'à la session d'automne, j'étais plus à même de faire des liens entre les notions parce que c'était des choses que j'avais vues juste avant. Donc, ça m'a permis de bien comprendre. Donc, pour moi, comme je vous avais mentionné, là, j'ai travaillé pendant tous mes 4 étés là, avant la maîtrise. Mes 2 premiers étés, là, moi, j'ai fait plutôt des projets. Donc, j'avais généralement un projet de gestion puis un projet clinique. Ça me permet un peu de développer mon autonomie, de mieux comprendre le circuit du médicament en hôpital. À partir de ma 3e été, là, j'avais déjà un intérêt pour de l'oncologie. Donc, j'ai demandé là, si je pouvais faire l'été à la clinique externe d'Onco. Puis là, j'ai pu faire de l'enseignement. J'ai pu aussi regarder les valeurs de laboratoire pour ajuster là, certaines chimios ou rajouter là, des suppléments et tout ça. Donc, ça m'a vraiment permis de mieux voir le rôle du pharmacien en Onco. Puis finalement, ma 4e été, là, donc à la fin de mon PharmD, puis avant de commencer la maîtrise, là, à ce moment-là, j'ai fait plusieurs secteurs. J'étais comme un peu en stage, mais j'avais plus d'autonomie là, parce que j'avais maintenant ma licence. Ça m'a permis de découvrir vraiment plusieurs secteurs, puis ensuite m'aider à bâtir mon horaire, puis savoir un peu dans quel ordre je voudrais faire un secteur versus un autre. Donc, ça nous permet vraiment de mieux comprendre là, l'établissement de santé, mieux se préparer aussi à la maîtrise. Donc, j'ai développé mon autonomie, mon leadership. J'étais aussi beaucoup plus confiante en moi là, quand je suis allée à la maîtrise. J'ai confirmé mon intérêt pour l'établissement de santé. J'ai pu m'impliquer là, dans plusieurs projets, développer mes connaissances. Puis, ultimement, là, je voyais à quel point la pratique en établissement de santé, c'est un travail stimulant. Donc, c'est ce qui complète notre présentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire par Facebook, courriel, peu importe. Oui.
Je voulais juste savoir pour le diplôme complémentaire des 15 crédits, j'ai pas trop compris. Est-ce que c'est en même temps? Est-ce que c'est obligatoire? C'est quoi les cours exactement par rapport à la structure du programme? Donc, OK. Parfait. Donc, on voit pas vraiment la différence là, avec les deux cours, autre que quand on s'inscrit, il faut vraiment s'inscrire là, à la maîtrise et aussi au diplôme complémentaire. Ultimement, ça va rester tes 60 crédits. De ce que j'ai compris, c'est surtout les cours longitudinaux qui seraient dans le diplôme complémentaire. Mais Je En fait, ce sont les cours de l'automne qui sont principalement composés. Le diplôme complémentaire est principalement composé des cours de l'automne. Puis après ça, il y a la maîtrise. Les cours longitudinaux sont inclus pour la plupart dans la portion maîtrise. Mais au final, comme elle le dit, ça revient au même, là. On peut poser une question à Québec? Non. Oui? On a une question. Oui, bonjour. Dans le fond, j'ai eu l'opportunité de faire un projet de recherche lors de mon baccalauréat en sciences biomédicales. Donc, je sais un peu de quoi ça a l'air. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter un peu quand vous avez parlé du nombre de temps accordé pour travailler dans les recherches qui est de quelques mois, de 1 mois. Est-ce que c'est vraiment suffisant ou on est vraiment serré dans le temps comme? En fait, oui, là, ça semble très peu comme 1 mois là, pour travailler dans notre projet de recherche, mais sachez qu'on est dans une équipe. Donc, nous, on est environ 5 résidents là, qui travaillent sur le projet de recherche. Donc, chacun des 5 résidents auront leurs 2 mois de projet. Ça va leur permettre justement là, d'avancer à tour de rôle le projet. Puis, à la session d'automne, là, on travaille vraiment là, tous les 5 résidents à l'élaboration du protocole. Donc, au final, là, on est capable de quand même réussir à terminer notre projet de recherche et même le présenter dans un congrès en décembre, puis même pouvoir le publier là, plus tard. Puis même principe à l'Université Laval, donc on va être en équipe là, pour les projets de recherche. Puis c'est sûr que s'il y a un projet de recherche qu'il y a une personne qui va être tout seul ou qu'on va être juste 2 résidents, la charge de travail va être pensée en conséquence, puis ça va être un projet qui va être pensé de moins grande envergure. Donc c'est faisable. Là. À chaque année, tout le monde réussit à faire son projet. Puis c'est peut-être des projets moins de grande envergure que des projets de recherche au doctorat, par exemple, là. Mais c'est des projets plus cliniques, là, peut-être. Merci. Moi, j'avais une question par rapport au choix du milieu principal de pratique. Si vous pouvez choisir, puis si oui, comment vous décidez un peu? Donc, à l'Université de Montréal, il y a comme tout un processus là, de sélection là, pour le milieu de résidence. Donc, une fois que vous êtes accepté à la maîtrise, vous allez aller aux portes ouvertes de chacun des milieux qui vous intéressent. Puis ensuite, là, c'est vraiment un processus de sélection. Donc, vous allez passer des entrevues. Vous allez aussi là, avoir votre CV, votre lettre de motivation et tout ça. Là. Donc, tout ça, ça fait partie là, de votre candidature. Puis, ultimement, après toutes les entrevues, il va y avoir comme une sélection entre vos choix là, de milieu de résidence puis les milieux de résidence là, qui peuvent vous sélectionner. Fait que tout le monde va finir dans un milieu. Puis, généralement, là, on essaie d'y aller avec vos préférences. À l'Université Laval, il n'y a pas nécessairement d'entrevue avec directement les milieux. Dans le fond, c'est plus le dossier général d'admission qui va être pris en compte si jamais plusieurs personnes veulent le même milieu. Il va y avoir une présentation avec les milieux pour qu'ils puissent vous présenter un peu qu'est-ce qu'ils font, puis vous intéresser à leur milieu. Puis par la suite, si jamais il y a plusieurs personnes intéressées, justement, ça va être selon le dossier d'admission. Mais encore une fois, ils essayent d'y aller avec les préférences de chacun et d'accommoder chacun selon les choix. Donc, on met des choix en ordre de priorité, tout simplement. Si on veut s'inscrire à la maîtrise, c'est à partir de quel moment qu'il faut s'inscrire? Puis aussi, par rapport au milieu de stage, c'est à quel moment on sait où est-ce qu'on va? À l'Université Laval, le moment de l'inscription, si je ne me trompe pas, c'est en mars-avril, mais là, c'est vraiment à confirmer. Puis, pour les milieux, habituellement, les milieux qui ne sont pas
qui sont pas à Québec. On le sait durant l'été. Là, je ne sais pas si ça a changé depuis mon admission. Puis les milieux à Québec, on le sait au début de la session d'automne. Pour l'Université de Montréal, la candidature doit être posée jusqu'au mois de mars, 15 mars. 15 mars pour être précis. Oui, vous pouvez appliquer dès maintenant même. Donc, c'est le 15 mars. Puis ensuite, vient le processus de sélection là, des milieux de résidence qui se fait autour du mois de avril, mai. Puis vous avez votre réponse peut-être mi-juin, pour être exact. Donc, à mi-juin, là, vous savez c'est quoi votre milieu de résidence principal. Ça, c'est bien comme à partir mars, mais comme de notre 4e année, c'est ça? Oui, exactement. Bonjour, vous m'entendez? Merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai comme 2 questions. Ma première question, c'est de savoir, pour les rotations que vous faites pendant votre stage, ça dure à peu près combien de temps chaque rotation et ça ressemble un peu à quoi les tâches que vous faites pendant les rotations, tout ça? Oui, donc dans le fond, nos rotations cliniques, nous, c'est de 4 semaines. Puis c'est 5 semaines. À l'Université de Laval, là, c'est 5 semaines. Puis vraiment, on est intégré là, dans l'unité de soins. Donc, on fait vraiment les tâches là, avec le pharmacien. Donc, plus que la résidence avance, plus qu'on va travailler sur de plus en plus de patients. Fait que c'est pas mal ça pour le rôle du pharmacien. Ouais. Ben, un peu comme elle a dit, plus on avance, puis plus on va prendre en charge les tâches de manière plus autonome, puis faire vraiment qu'est-ce que le pharmacien de l'étage ferait. Là. Donc, il nous est laissé un petit peu plus de liberté au fur et à mesure que ça avance, puis à quel point on est capable de prendre en charge les patients. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez reçu une bourse pendant votre maîtrise? Comment ça fonctionne? Oui, mais ça, je sais pas si vous allez en parler, je pense pas à la conférence après. Mais oui, il y a une bourse, là, donc c'est disponible sur le site du MSSS. C'est une bourse qui varie selon si on travaille déjà en établissement de santé ou si on fait la maîtrise directement après. Puis dépendamment du site de résidence qu'on choisit et dépendamment si on s'inscrit, ben pas si on s'inscrit, mais si on décide de signer comme pharmacien pour travailler par la suite après. Avec un milieu, par exemple, plus éloigné, ben là, ça va être un petit peu plus d'argent attribué, mais il y a une bourse, effectivement. D'accord, merci. Oui, donc j'ai une question. Quand vous avez appliqué à la maîtrise, avez-vous appliqué seulement à l'université dans laquelle vous avez fait votre PharmD ou vous avez appliqué dans les 2 universités? Je pense que habituellement les gens vont appliquer dans les 2 pour être certains d'être sélectionnés puis de pouvoir faire la maîtrise. Mais par la suite, c'est vraiment une question de choix. Ça peut être selon les milieux là, qui nous intéressent. Il y a plusieurs personnes qui vont faire le PharmD à l'Université Montréal ou l'Université Laval puis faire la maîtrise à l'autre université. Donc, il n'y a pas vraiment de recette. Les options sont toutes possibles. OK. Et j'ai aussi une deuxième question qui est reliée à ça. Vous avez dit que quand vous appliquez à la maîtrise, vous regardez un peu dans quel milieu, quel hôpital vous voulez aller. Donc, comment vous gérez ça un petit peu? Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, si je comprends bien, c'est comment qu'on choisit en fait notre milieu de résidence? Non. Ben c'est ça, vous bâtissez votre dossier par rapport à quelle université, pas quelle université, mais quel hôpital vous voulez aller. Donc là, c'est appliqué dans les 2 universités. Est-ce que vous savez déjà dans quel hôpital vous voulez aller? Donc, dans le fond, on applique initialement dans l'université de votre choix, là, donc soit ULaval, UDM. Puis c'est après là, que vous allez pouvoir appliquer pour les milieux de résidence. OK. Donc, vous choisissez l'acceptation. Oui. Est-ce que ça clarifie ou il y avait une autre question? Non, c'est bon, merci beaucoup. OK, parfait. Bonjour. Donc, je voulais demander est-ce que le programme est offert à temps partiel? Ça, je pourrais pas vraiment répondre, mais je sais qu'à l'Université Laval, depuis cette année, oui, il est offert à temps partiel, mais les modalités, je n'ai aucune idée parce que moi, j'ai appliqué quand c'était seulement temps plein, là, mais nouvellement, oui. J'imagine que vous pourriez trouver plus d'informations là, sur le site des facultés. À UDM aussi, c'est possible à temps partiel.
En cas, là, il faut voir les modalités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup, Océane et Alice. Et ben, je vais laisser la parole à Benoît Crevier, qui est administrateur au conseil d'administration de l'Association des pharmaciens en établissement de santé. Puis, c'est aussi notre président du comité de négociation et de relations professionnelles de la PES. Donc, c'est la meilleure personne pour vous parler de travailler comme pharmacien d'établissement. Est-ce que c'est payant? Merci d'être avec nous ce soir. Vous m'entendez bien? Avant tout, j'ai tous ces titres-là, mais je suis pharmacien à l'hôpital Charlemagne, au 6 de la Montérégie-Centre. Je fais des soins pharmaceutiques, d'urgence, des soins intensifs. Puis je suis nouvellement gestionnaire, puis je m'occupe de mon département. Donc, vient ensuite la PES, puis le travail que je fais avec le groupe. On a assisté à des belles conférences ce soir. Je pense que on peut dire une chose, peu importe c'est quoi vous allez décider à la fin de votre PharmD, vous allez faire une différence dans la vie des gens. Mais je peux vous dire qu'en faisant une maîtrise puis en travaillant en établissement de santé, la différence que vous allez faire dans le réseau auprès des gens est majeure. Donc, on travaille auprès de nos patients, mais on a aussi nos équipes, nos assistants techniques en pharmacie, nos techniciens en pharmacie, les médecins avec qui on travaille, tous les autres professionnels. On leur apprend beaucoup de choses, puis on est là pour vraiment améliorer les soins. Fait que c'est important, puis ça fait partie de la réflexion qu'on a quand on choisit notre milieu de travail. L'établissement de santé, ça offre une multitude de choix. Genre, je vais vous dire, moi, les choix que j'ai faits, j'ai développé une expertise, je pense, de haut niveau en soins intensifs. Je fais des soins pharmaceutiques, je fais de la recherche. J'ai décidé de faire de la gestion maintenant. Puis je fais de l'enseignement. J'avais des étudiants comme vous, des résidents qui ont passé en stage avec moi, puis c'était vraiment enrichissant comme pratique. Mais en bout de ligne, je peux comprendre que tout le monde a un loyer à payer ou une épicerie à payer et on veut savoir combien ça gagne un pharmacien. Fait qu'on va le regarder ensemble. Juste vous dire, l'Association des pharmaciens en établissement, donc la PES, c'est une association qui représente 2000 pharmaciens dans le réseau. Que vous soyez en Abitibi, sur la Côte-Nord, à Montréal, à Québec, à Drummondville, vous êtes représenté par une association. Donc, on est un syndicat professionnel, un peu comme la FMSQ que vous entendez parler dans les médias ou la FMOQ, mais la PES est là pour les pharmaciens en établissement. Ce qui fait en sorte qu'on négocie les conditions de travail des pharmaciens en établissement de santé, que vous soyez en hôpital, en CHSLD, en GMF. En GMF, certains GMF, je vais dire. Et donc, la PES négocie avec le gouvernement les conditions de travail. L'avantage de ça, c'est que tout est clair, tout est normé. Il n'y a pas d'ambiguïté. Puis s'il y a une ambiguïté, un problème d'interprétation, vous avez accès à des conseillères juridiques qui vont vous aider à résoudre votre situation dans votre établissement. Je ne sais pas si ça va se fermer à 6 heures la présentation, là, mais je vais essayer d'être plus rapide, puis je vais prendre vos questions après. Conditions de travail. Donc, on a une échelle de salaire fixe. Je vais vous montrer tout à l'heure l'échelle. Donc, on a des heures de travail régulières, puis on a des possibilités d'avoir du temps supplémentaire. Vous allez voir, il nous manque des gens pour offrir des soins, donc on est sollicité fortement sur le temps supplémentaire. On a besoin de relève en établissement. Vous avez accès à 13 jours de congés fériés, 4 semaines de vacances par année en rentrant. Là, vous faites votre maîtrise, puis vous avez accès à ces conditions-là. Et vous avez aussi 4 semaines de congés sans solde que vous pouvez prendre dès l'année 1. Et vous avez aussi, à la fin, vous avez accès à
excusez, à 9,6 jours de maladie monnayable. Donc, ce qui veut dire que vous recevez un chèque si vous n'êtes pas absent du travail, vous recevez un chèque pour vos journées de maladie. Et ça arrive souvent au mois de décembre, donc c'est utile pour payer ses cadeaux de Noël, si je peux dire. Conditions de travail. Donc, vous avez accès à de la formation continue payée. Pour les congés de maternité, vous avez accès à un montant. Quand vous avez un congé de maternité, dans le fond, vous êtes normalement sur le RQAP, mais ça peut représenter une certaine baisse salariale pour la pharmacienne qui a un congé de maternité. Mais à ce moment-là, dans la convention de travail, vous avez accès à un certain montant pour diminuer cette perte-là qui correspond, dans le fond, à 90 % de votre salaire. Puis ensuite vient le RQAP. Vous avez accès à, après le congé de maternité, vous avez même la possibilité de continuer votre congé de maternité jusqu'à 2 ans après votre congé de maternité. Fait que tu sais, quand on parle du temps pour vivre, la convention de travail vous permet de faire ça. Vous avez accès à des régimes d'assurance collective. Vous avez accès à le régime de pension, donc le REGOP. C'est un avantage majeur, le REGOP. Ça vous permet de travailler un bon nombre d'années dans le réseau, puis d'avoir, après ça, pour la retraite, un régime à prestations déterminées. Donc, vous êtes payé à 70 % de votre salaire à la retraite, là. Donc, c'est très, très intéressant. Ça ne vous empêche pas de placer de l'argent dans des REER ou des CELI, là. Donc, c'est très intéressant. Cette image-là est intéressante parce que quand on est pharmacien en établissement, on a aussi du temps pour vivre. OK? Vous avez accès à 4 semaines de vacances que vous pouvez arranger différemment selon votre préférence. Vous avez accès à 4 semaines de congés sans solde. Donc, si vous avez un projet de vie particulier, vous pouvez, c'est un droit, donc vous avez droit à ce congé sans solde-là pour faire un voyage ou faire des activités qui vous plaisent. Puis, vous avez vos congés fériés. OK? Fait que je vais vous donner une tranche de vie, là. Aujourd'hui, j'ai autorisé des congés sans solde pour 6 de mes pharmaciennes. À une semaine ou 2 semaines à la fois. Donc, tu sais, c'est ça aussi. On peut vivre en établissement. Je vous montre les échelles salariaux. On est en négociation présentement. Ce que vous allez voir quand vous êtes résident va être augmenté. On travaille très fort à la négociation pour augmenter le salaire des pharmaciens. C'est le salaire annuel à 40 heures par semaine que vous voyez. Donc, vous faites la maîtrise, vous rentrez à 103 000 $ par année. Après 6 ans d'expérience, vous pouvez aller à 122 000 $ par année ou 123 000. Oui. Ceci dit, vous avez les pharmaciens, c'est une ressource rare dans le réseau. Fait qu'on a des mesures, des avantages pour inciter la rétention puis l'attraction dans le réseau. Donc, pour faire du temps plein, 40 heures semaine, on a une prime incitative de 6 % sur le salaire. On a des primes d'attraction et de rétention qui vont changer selon votre échelon, votre expérience, qui peut aller jusqu'à 7,4 % vous avez accès à une prime d'encadrement. Comme moi, j'ai accès à cette prime-là. Donc, quand on a des résidents dans nos milieux. Ensuite, pour les régions éloignées, on a besoin de pharmaciens en région. Donc, on peut avoir des primes qui vont de 10 à 35 %. C'est marqué 45 %, mais habituellement, les régions, là, le maximum qu'on voit, c'est un 35 %, je vous dirais. C'est non négligeable. Oui. Et pour encore ces mêmes régions éloignées, je vous dirais, on a accès à un forfait d'installation. Donc, on peut avoir ce forfait-là pour s'établir dans la région. Donc, essayer pour aider à payer son hypothèque, entre autres.
Vous avez aussi d'autres primes. Soir, nuit, fin de semaine. Si vous êtes un coordonnateur, vous avez accès à une prime de 5 pour superviser des pharmaciens, superviser des projets. Donc, c'est intéressant. Vous avez une rémunération qui est pour la garde. Donc, quand on vous appelle, vous avez une rémunération. Quand vous faites des déplacements vers votre milieu en pleine nuit, ben vous êtes rémunéré 3 heures de temps, entre autres. Le temps supplémentaire, j'en ai parlé. Puis, on a des échelles supérieures pour les gestionnaires. Moi, j'ai une prime de 12 pour être gestionnaire, entre autres. Fait que c'est des choses qui sont intéressantes, je vous le dirais. Ouais. Les inconvénients du réseau de la santé. Ben, c'est marqué ça, mais je ne dirais pas que c'est des inconvénients. Bon, c'est sûr qu'on est un hôpital, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à Noël, au jour de l'an, c'est normal. Mais pour moi, le travail est tellement enrichissant que ça fait partie de la game, si je peux dire. Un autre point inconvénient, mais c'est pas un inconvénient pour moi, là. Les patients hospitalisés sont des cas lourds. C'est des cas que la première ligne n'a pas réussi. OK? On a un challenge intellectuel incroyable à traiter nos patients. On a beaucoup de... On vit des situations difficiles, mais c'est plaisant de traiter nos patients. Parce qu'on sait que les gens qui nous entourent veulent notre expertise. Donc, pour moi, c'est pas un inconvénient, mais certaines personnes pourraient dire que c'est un inconvénient. On est dans un environnement très normé. Vous voyez l'OPQ, Agrément Canada, l'ISMP, l'ASTAS, c'est tous des organismes dans lesquels on navigue quand on est en établissement, qui fait en sorte que il y a un cadre, puis il faut le respecter. Mais je pense qu'il est là aussi en pharmacie communautaire, je veux dire. Moi, encore là, c'est pas moi qui ai fait la présentation, mais c'est pas un inconvénient pour moi de participer à plusieurs comités. Comité de pharmacologie, tous les comités du CMDP, comité d'évaluation de l'acte. Je trouve que c'est des expériences enrichissantes pour nos pharmaciens. Ça peut l'être un inconvénient, mais on est dans un réseau public. Donc, il peut y avoir des contraintes budgétaires. Vous voyez les nouvelles comme nous, là, ça a des impacts, puis on essaie d'aller chercher le plus de dollars possible dans le réseau pour éponger le déficit, là. Donc, c'est des réalités qu'on vit aussi comme pharmacien. On est confronté à ça. Des fois, par contre, ça peut être une opportunité aussi. Je vais vous donner un exemple. Si je donne une molécule qui apparaît dans mon 6 à 1 million de dollars de dépenses et le pharmacien est sollicité pour son expertise pour diminuer l'utilisation de cette molécule-là, parce que c'est plus ou moins approprié, les dépenses peuvent passer à 20 000 puis on a eu une action concrète pour aider notre réseau de la santé. Ça, c'est un exemple que j'ai vécu à mon hôpital récemment. On a besoin de vous. Avant, sur les besoins de postes, on disait qu'on avait une couverture, une pénurie d'environ 20 %. Maintenant, on a changé notre façon de comptabiliser nos besoins avec des ratios balisés dans la littérature. Puis on se rend compte qu'il y a des salles d'urgence qui ont des besoins de pharmaciens non comblés à 64 %. C'est énorme. En oncologie, ça, c'est une place où les pharmaciens sont quand même assez actifs. Puis, on a quand même 15 % de pénurie sur nos besoins en oncologie. Soins intensifs, c'est la même chose, c'est 48 %. Puis, en hémodialyse, 81 %. Fait que, si vous voulez développer une expertise, un champ de pratique, on a besoin de vous, puis vous allez pouvoir la développer, cette expertise-là. Alors, je vais conclure comme ça. Je vais prendre vos questions. J'ai jamais regretté de faire ma pharmacie en établissement. Là, chaque jour, je pense que c'est une job. Je suis très passionné par mon travail. Puis, si vous décidez de faire ce choix-là, je pense que vous n'allez pas le regretter.
Je vais prendre vos questions. On vous entend pas. Ça fonctionne maintenant? Ça fonctionne. Parfait. En fait, j'avais une question en fait par rapport donc au régime de retraite. Comment ça fonctionnait? Vous avez dit 70% donc du salaire en fait lorsqu'on est actif, mais est-ce qu'il y a des modifications au courant des années, des changements par rapport donc à différents plans, par exemple, de santé, je ne sais pas. Donc, juste avoir un peu plus de clarification de ce côté-là, s'il vous plaît. C'est une bonne question. Quand ça va faire 35 ans que vous avez travaillé dans le réseau, je peux bien exclure qu'il y a des modifications qui vont se passer, mais c'est quand même très difficile à changer les conditions du REGOP parce que c'est une loi provinciale. Donc, de façon simple, là, le REGOP, c'est vous travaillez 35 ans dans le réseau, ou vous travaillez 35 ans dans le réseau, puis vous avez un régime à prestations déterminé de 70% de salaire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et puis, c'était jusqu'à finalement. C'est Julie à Québec. Les gens me disent à vie dans la salle. Fait que oui, c'est à vie. Fait que quand on prend notre retraite, ben, on a 70% de notre salaire dans nos meilleures années qu'on travaillait. Puis on a ça jusqu'à notre mort. Là. Fait que c'est quand même intéressant. Ça permet d'acheter une résidence secondaire, un chalet. C'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant dit comme ça, mais c'est vrai, c'est jusqu'à la mort. Puis peut-être vous dire, tu sais, il y a 9 échelons de salaire. Fait que c'est sûr que quand on regarde juste l'échelle, on dit OK, 103 000. Mais là, vous avez vu toutes les primes. Si vous faites les maths, elles s'additionnent. Là. Fait que on va chercher facile un 25 de notre salaire de plus en prime. Puis si on est en région éloignée, c'est encore plus que ça. Donc, ça s'additionne tout ça. Le temps supplémentaire, c'est à taux et demi. Donc, on est payé plus cher. Fait que, tu sais, en fin d'année, sur 9 ans, bien, après 9 ans, on a atteint le top. Fait que là, on a toujours le même salaire, sauf les augmentations, évidemment, qu'on finit par avoir quand on a un bon président de comité de négo comme Benoît, bien, on va chercher des augmentations de salaire aussi. Mais au top de l'échelon, bien, en ce moment, ça fait autour de 150 000 un pharmacien. Donc, vous commencez à l'échelon 3 après la maîtrise. Fait que c'est 6 ans de pratique pour faire 150 000. Puis, c'est fixe pour tout le monde. Il y a ça qui est intéressant. Tu sais, au privé, il faut toujours... c'est comme tabou, on ne parle pas du salaire. Il n'y a personne qui fait le même salaire dans la pharmacie. Puis, c'est à qui tire le plus son épingle du jeu ou qui menace de quitter pour aller réussir à aller chercher une petite augmentation. Fait que là, c'est concerté, c'est la même chose pour tout le monde. Tu as tout à fait raison, Julie. Il peut y avoir une disparité à l'arrivée, mais à l'arrivée en pharmacie communautaire, là, donc avec le salaire qu'on a vu, mais c'est pas garanti les avancements en cours de carrière en pharmacie communautaire, dépendamment du propriétaire avec qui on travaille. Ah ben. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Fait que dans le fond, pour la prime, si j'ai bien compris, donc on va dire, je gagne, on va dire 103 000 par année. Puis là, comme j'ai la prime de soir de 4%, puis il y a une autre prime qui peut s'ajouter dépendamment du milieu où je travaille. Mm-hmm. Donc, dans le fond, est-ce que la prime se calcule en fonction du taux de base ou elle s'additionne en fonction du prime qui... Fait que le taux horaire de base, donc mettons si je prends la prime de 4% pour l'enseignement. Donc, il va y avoir un 4% qui va être qui va se calculer sur mon salaire de base. Puis là, je rajoute, je ne sais pas, une prime en région, je rajoute une prime de coordination, puis tout ça va se rajouter sur le salaire de base. OK. Parfait, merci. Moi, je me demandais, en fait, je pense que la première partie de ma question a répondu. Dans le fond, l'échelon, ça augmente à chaque année, c'est ça? Oui, on a 9 échelons, donc ça s'arrête à 9 échelons. Ceci dit, avec les négociations qui ont lieu dans le réseau de la santé, ces échelons-là sont augmentés en fonction des négociations. Oui. En fond, aussi, là, je me demandais justement le régime d'épargne de retraite ou je ne sais pas trop, là,
Est-ce que dans le fond, c'est 70 du salaire, mais est-ce que ça évolue avec les nouvelles? Oui, dans le fond, pour le calcul, là, j'y ai été grossièrement, mais dans le fond, ça prend les 5 ou 7 meilleures années là, de votre carrière pour faire le calcul de votre rente. Mais ensuite, c'est fixe. Dans le fond, même si après ça, les trucs collectifs, ils augmentent les salaires, les échelons et tout, nous, on n'a pas. Ceux qui sont à la retraite, ça n'augmente pas, là, ça reste fixe. C'est ça. Quand vous êtes à la retraite, ben, vous n'avez pas contribué au régime de la même façon. Fait qu'on garde vos 5 meilleures années pour le calcul. Parfait, merci. On a d'autres questions? Bon, ben en terminant, je voulais qu'on prenne le temps là, de remercier Julie Morin, Océane Daigle, Alice Girard et Benoît Crevier là, qui nous ont bien présenté c'était quoi la maîtrise et la pharmacie d'établissement. S'il n'y avait pas d'autres questions, je voulais vous aviser là, qu'on va vous faire parvenir par la suite un sondage d'appréciation par courriel. Ça serait super apprécié que vous le complétiez. Excusez, je m'entends un peu en double. Sinon, sur le site web de l'Association des pharmaciens en établissement de santé, là, si vous tapez APES là, sur Internet, vous allez pouvoir consulter la page « Devenir pharmacien en établissement ». Il va y avoir encore plus d'informations. Les présentations de ce soir vont être mises là-dessus. Les présentations vidéo vont être mises aussi. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui aimeraient ça les écouter, ou si vous vouliez revoir XY informations, vous allez tout avoir accès là-dessus. Puis, sinon, on en avait déjà parlé, là, Julie Racicot à Québec l'avait dit, mais puis ici aussi, mais on vous invite à rester pour un lunch. On va rester discuter, là. Les pharmaciennes résidentes vont être là, les pharmaciens d'établissement, on reste là. Il y a aussi des gens là, de la maîtrise à l'Université de Montréal qui vont être sur place pour discuter avec vous. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez jaser d'autres choses, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Puis à Québec, là, c'est ça, il y a plusieurs pharmaciens d'établissement de la région. Il y a aussi une résidente en pharmacie qui est là pour répondre à vos questions. Donc, restez, puis mangez avec nous, ça va nous faire plaisir. Puis sinon, merci beaucoup pour la présence autant à distance. On espère que vous avez apprécié. Puis on vous souhaite une bonne année d'études qui est déjà bien entamée. Puis on se revoit l'année prochaine pour la prochaine édition. Merci. Merci beaucoup, Jacinthe. Merci. Oui, on va fermer. On va finir. Oui.